Lors d'un dîner, mes enfants m'ont humiliée en me traitant de veuve. Mais le lendemain, leur monde s'est effondré. Découvrez cette histoire saisissante de justice et de revers. Abonnez-vous pour plus de récits bouleversants. Au dîner, mes enfants m'ont crié « Tais-toi, veuve !» Le lendemain, ils ont tout perdu. La sauce aux érelles coulait du bord. De l'assiette en porcelaine blanche. Comme du sang, je fixais cette goutte, glissant lentement vers la nappe, et pensais que c'était ainsi, que la vie s'écoulait de moi, goutte, à chaque fois que je m'asseyais à cette table. Grand-mère, passe le seul. La voix de Théo, mon petit-fils aîné, me tira de ma rêverie. Je tendis la salière, essayant de ne pas laisser trembler ma main. Aujourd'hui, c'était jeudi, notre dîner familial traditionnel, chez Gaspard et Mathilde. Une tradition qui, depuis longtemps, s'était transformée en torture hebdomadaire. Mais je continuais à venir, peut-être par obstination, peut-être par peur, d'admettre l'évidence. Je n'étais pas la bienvenue. Les pommes de terre sont brûlées, grommela Mathilde, piquant sa portion, avec sa fourchette. Célestine, tu sais que les enfants n'aiment pas la croûte. Ma fille les pinça les lèvres. Si quelqu'un m'aidait en cuisine, au lieu de passer 3 heures au téléphone. Avec des clients, ne commençons pas, soupira Gaspard, mon fils de 42 ans, coupant la viande, avec tant de force, que le couteau grinça sur l'assiette. Nous avons des invités, j'ai invité, ce mot me frappa, plus forte, que s'il avait jeté l'assiette contre le mur. Invité, pas maman, pas grand-mère, invité. En fait, toussai-je, tentant de paraître détendu, aujourd'hui est un jour spécial, le 30 et 1 mai. Lucien et moi, nous sommes. C'était maman. Célestine leva les yeux au ciel. Nous avons entendu cette histoire 100 fois. En réalité, non. Essayai-je de sourire. C'est une autre histoire. Ce jour-là, c'est encore sur grand-père, marmonna Léonie, la fille de Célestine, d'Oséance, fixant son téléphone sous la table. Ennuyant. Range ton téléphone. Pendant le dîner, jeune fille, dis-je automatiquement, comme je l'avais fait des centaines de fois dans la bibliothèque scolaire, pendant mes 37 années de travail. Ne dis pas à ma fille ce qu'elle doit faire, me coupa Célestine. Nous avons nos propres règles. J'ai senti mes joues s'empourprer. Je voulais juste raconter comment ce jour-là, Lucien, mon Dieu, maman. Gaspard posa sa fourchette avec un bruit sec. Personne ne veut entendre ces histoires sans fin sur papa. Il est mort. Il y a 3 ans. Arrête de vivre. Dans le passé, un silence s'installa. Dans la pièce, je regardais mon fils, ses spommettes rougies, ses yeux plissés. Je l'avais tenu, tout petit, dans mes bras, chantant des berceuses. Maintenant, il me regardait comme une mouche agaçante. Je pensais juste, ma voix tremblait. Traîtreusement, ça pour l'amour de Dieu, soupira Célestine, théâtralement, s'adressant aux enfants, mais assez fort pour que j'entende. Ah, taisez-vous, veuve, nous en avons assez de vos mémoires. Et le rire de Théo et Léonie retentit comme un coup de feu. Taisez-vous, veuve, répéta Théo, visiblement ravi de la nouvelle phrase. Le temps s'arrêta, je me redressai, serrant la serviette sous la table, si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume. Gaspard toussa, visiblement gêné, mais ne dit rien pour me défendre. Les enfants, on ne parle pas, comme ça, à grand-mère, dit Mathilde, sans grande conviction. Ah, oui, je dois y aller, m'élevai-je, sentant mes jambes flancher. Merci pour le dîner. Mais nous n'avons pas servi le dessert, dit Mathilde, avec une légère surprise. Je suis au régime,
Mentis-je? Le médecin a dit, peu importe. As-tu besoin qu'on te ramène? Qu'est? Demanda Gaspard, et je vis dans ses yeux l'espoir que je dise non. Non, je vais appeler une taxi. À ton âge, tu devrais apprendre à utiliser une application de covoiturage. Ricana Célestine. Ça économiserait beaucoup d'argent. L'argent. Tout revenait toujours à l'argent que j'avais donné au fil des ans, pour l'apport de la maison, de Gaspard, le mariage de Célestine, l'école privée, des petits-enfants. Je vais me débrouiller, dis-je, enfilant mon manteau. Appelle-moi. Quand tu seras arrivé, dit Célestine, se tournant vers la télévision. Je savais qu'elle ne répondrait pas. Si je le faisais, la fraîche soirée de mai m'enveloppa lorsque je sortis sur le porche. Vallée des érables était silencieux. Les fenêtres des maisons brillaient d'une lumière jaune comme des lucioles. J'avais vécu ici toute ma vie, connaissant chaque rue, chaque tournant, et pourtant, à cet instant, je me sentais totalement étrangère. Le taxi arriva 12 minutes plus tard. Le chauffeur, un jeune homme aux cheveux longs, en queue de cheval, me sourit dans le rétroviseur. Où allons-nous, madame? 34, rue des Aubépines, répondis-je, m'adossant au siège. C'est dure journée, demanda-t-il en démarrant. Une vie dure, dis-je, et je le regrettais, mais le chauffeur hoqua simplement la tête, comme s'il comprenait. Ça arrive. Le reste du trajet se fit en silence. La ville défilait par la fenêtre, le parc, où j'avais emmené la petite Célestine sur les balançoires, la bibliothèque, où j'avais travaillé près de 4 décennies, la boulangerie, où Lucien et moi allions chaque dimanche. Lucien, je pouvais presque entendre sa voix. Solange, ne les laisse pas te traiter ainsi. Mais il était toujours plus fort que moi. Il savait poser des limites. Et moi, eh bien, je les aimais trop. La maison m'accueillit, dans le silence. Une vieille demeure, bien entretenue, rue des Aubépines. Le seul héritage de mes parents. J'allumai la lumière, retirai mes chaussures et me rendis dans la cuisine. Je préparai du thé, une tisane, comme le médecin l'avait conseillé, pour mieux dormir. Dormir, quelle ironie? Je n'avais pas bien dormi. Depuis le départ de Lucien, tassé en main, je montais à l'étage, dans la chambre, notre chambre, avec un lit double, dont je n'occupais que ma moitié, comme si Lucien pouvait revenir à tout moment. Je me changeais en chemise de nuit, m'assis dans un fauteuil, près de la fenêtre, et sirotai mon thé. Taisez-vous, veuve. Les mots résonnaient dans ma tête. Veuve, comme si c'était ma seule définition, comme si mes 65 ans de vie s'étaient réduits à ce mot. Je me souvins des funérailles de Lucien. Célestine avait pleuré, le plus fort, bien qu'elle ait à peine parlé à son père. Ces dernières années, Gaspard était resté impassible comme son père. Aux obsèques de son grand-père, nous étions rentrés et j'avais préparé le dîner pour tous. Personne n'avait demandé comment je me sentais. Les semaines suivantes passèrent dans un brouillard. Les enfants passaient vérifier ce que je mangeais, quels médicaments je prenais, puis disparaissaient jusqu'au prochain appel. Maman, il faut remplacer le toit et nous n'avons pas l'argent, tu comprends, avec les enfants, c'est si cher. En ce moment, j'avais donné à Gaspard 15 000 euros, l'argent mis de côté pour le voyage, dont Lucien et moi avions se rêvé. Gaspard n'avait même pas dit merci. Puis ce fut Célestine, elle avait décidé de changer de travail et avait besoin de tenir quelques mois. J'avais payé leurs factures pendant qu'elle cherchait un nouvel emploi. Il venait plus souvent
mais seulement quand ils avaient besoin de quelque chose, de l'argent, pour que je garde les enfants, pour que je prépare le dîner pour tous. Maman, tu es à la maison toute la journée. De toute façon, que dois-tu faire? J'emmenais Léonie au cours de ballet 3 fois par semaine. Je récupérais Théo à l'école quand il avait de la fièvre. J'écoutais Mathilde se plaindre de mon fils, qui n'aidait pas avec les enfants, lessive, cuisine, ménage, tout pour être utile, pour qu'il ne m'oublie pas. Mais chaque mois, je me sentais de plus en plus comme une domestique, pas une mère, ni une grand-mère. Maman, tu ne l'as pas fait, comme je te l'avais demandé. Encore, mon Dieu, est-ce que si difficile de se souvenir que les enfants ne mangent pas de légumes verts? Désolé, nous avons 3 heures de retard. Nous avons oublié de te prévenir que Nousplan avait changé. Non, maman, nous ne pouvons pas t'emmener au concert. Il n'y aura pas de personnes âgées. Tu te sentirais déplacé. Ne raconte pas ces histoires ennuyeuses. Les enfants ne s'y intéressent pas. Pourquoi gardes-tu encore les affaires de papa? Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Je tolérais, je souriais, je me disais qu'ils n'étaient pas méchants, que c'était dur pour eux, que j'étais trop sensible. Mais aujourd'hui, taisez-vous, veuvechem. La tasse tremblait. Dans mes mains, quelques gouttes de thé tombèrent sur ma chemise de nuit. Je la posai sur le rebord de la fenêtre et me dirigeai vers la commode, le tiroir du haut, grinça en s'ouvrant. Là, sous une pile de pulls, se trouvait une boîte à bijoux, un acajou. Je la sortis et retournai au fauteuil. À l'intérieur, des lettres, des dizaines de lettres, de Lucien. Il m'écrivait chaque jour lors de ses voyages d'affaires, même à l'ère des téléphones portables et des courriels, car les vrais sentiments doivent s'exprimer à l'encre sur papier. Solange, j'en pris une, au hasard, et dépliai la feuille jaunie. Ma chère Solange, j'ai vu le coucher de soleil sur les montagnes aujourd'hui, et j'ai pensé à toi, à ton amour, pour la couleur rose du ciel, avant que le soleil ne se couche, à la façon dont tu plisses le nez, quand tu ris, à ta bravoure, même si tu penses être une lâche. Je repliai la lettre. Des larmes coulaient sur mes joues, mais je n'essayais même pas de les essuyer. Brave femme. Lucien voyait toujours en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. La nuit enveloppait la pièce. Je restais dans le fauteuil, passant en revue les souvenirs, comme les perles, d'un collier brisé, notre première rencontre, à la bibliothèque, sa proposition de mariage, ridicule, quand il était si nerveux qu'il laissa tomber, la bague dans la fontaine, la naissance de Gaspard, nos pleurs de bonheur, les premiers pas de Célestine, les spectacles scolaires, les remises de diplômes, les mariages. Quand tout avait-il changé? Quand mes enfants étaient-ils devenus ces personnes froides et calculatrices? Ou l'avaient-ils toujours été? Et je refusais de le voir. Je me souvenais de Gaspard, à 16 ans, me disant que je lisais trop et vivais trop peu, de Célestine, à 23 ans, déclarant que Lucien et moi étions des gens trop simples pour comprendre ses ambitions. À l'époque, ces mots m'avaient blessé, mais je les avais attribués à un maximalisme juvénile. Maintenant, je réalisais qu'ils n'étaient pas des éclats spontanés, c'était leur essence. Il faisait doucement clair à l'extérieur de la fenêtre. Je n'avais pas dormi une seconde, mais je ressentais une étrange clarté, comme si le brouillard qui m'enveloppait depuis 3 ans, n'en est bien plus longtemps, commençait à se dissiper. Je me levai, allai à la fenêtre et l'ouvris. L'air frais du matin
envahit la pièce, apportant l'odeur d'herbes fraîchement coupées et la promesse d'un nouveau jour. Taisez-vous, veuvez. Je ne pouvais plus le supporter, je n'avais pas à le supporter, et pour la première fois, depuis des années, je m'autorisais à admettre l'évidence, mes enfants ne m'aimaient pas. Peut-être ne l'avaient-ils jamais fait. Cette pensée aurait dû faire mal, mais étrangement, je me sentais soulagée, comme si j'avais enfin ôté le lourd sac à dos que je traînais depuis des années. Je sortis une vieille valise du placard, celle que Lucien et moi avions prisée pour notre lune de miel. Le cuir était craquelé, mais les fermoirs fonctionnaient encore, la doubleur à carreaux sentait la lavande et les souvenirs. Le matin s'installait, les premiers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux en dentelle, dessinant des motifs complexes. Sur le sol de la chambre, je m'assis au bord du lit, tenant toujours les vieilles lettres de Lucien dans mes mains. La nuit sans sommeil ne m'avait pas fatiguée, au contraire. Je me sentais inhabituellement lucide. Je remis les lettres soigneusement dans la boîte et me dirigeai vers le placard. Une vieille valise reposait sur l'étagère du haut. Je la sortis et passai la main sur le cuir usé, essuyant la poussière. Cette valise contenait non seulement un morceau de mon passé, mais peut-être mon avenir. Mon regard tomba sur une photo encadrée en argent sur la table de chevet. Gaspard et Célestine, à leur remise de diplôme du lycée. Ils souriaient, heureux, pleins d'espoir. Autrefois, je souriais à cette photo. Maintenant, je ne ressentais que de l'amertume. J'ouvris un tiroir de la commode et sortis un agenda relié en cuir. En 37 ans, comme bibliothécaire scolaire, j'avais pris l'habitude d'écrire les choses, et même après ma retraite, je n'avais pas changé cette habitude. En feuilletant les pages, je trouvais ce que je cherchais. Un tableau des dépenses des 5 dernières années, 32 000 € pour l'apport de la maison de Gaspard et Mathilde, 28 000 €. Pour le mariage de Célestine, 14 000 €. Pour l'école privée de Théo, 18 000 €. Pour les soins dentaires de Léonie, 7 000 €. Pour l'aide juridique de Gaspard, accusé de négligence au travail, 9 000 €. Pour des cours de recyclage pour Célestine. La liste continuait, encore et encore. Au fil des ans, j'avais donné aux enfants plus que je ne pouvais me permettre. La pension de bibliothécaire n'était pas généreuse, mais j'économisais surtout vêtements, nourriture, médicaments, juste pour les aider. Lucien disait toujours que nous les gâtions trop. Solange. Ils doivent apprendre à se débrouiller seuls, mais je ne pouvais pas dire non. Chaque fois qu'ils appelaient avec une nouvelle demande, j'entendais dans leur voix les bébés que j'avais bercés, et à chaque fois, je disais oui. Je fermais l'agenda et me rendis à la fenêtre. Vallée des érables s'éveillait. La voisine promenait son terrier. Le laitier déposait des bouteilles à la porte. Le bus scolaire ramassait les enfants au coin de la rue. Un matin ordinaire, d'un jour ordinaire, sauf pour moi. Plus rien ne serait, jamais ordinaire. D'un pas décidé, je me dirigeai vers le bureau, la petite pièce au bout du couloir, qui appartenait autrefois à Lucien après sa mort. J'y étais rarement venu, trop de souvenirs. Le bureau en acajou était couvert d'une fine couche de poussière. Je passai la main sur la surface polie, comme pour saluer un vieil ami, puis j'ouvris le tiroir du bas et sortis un dossier marqué « Investissement ». Lucien avait toujours été un homme pratique. Il faut épargner pour les jours difficiles, disait-il. Mais j'étais allé au-delà de l'épargne. Après ma retraite, j'avais commencé à assister à un club d'investissement
pour seniors, au centre communautaire, d'abord par curiosité, puis avec un intérêt croissant. Marcel Durand, un ancien banquier qui dirigeait le club, voyait en moi du potentiel. Vous avez un esprit analytique. Madame Lefebvre, les bibliothécaires sont doués pour organiser l'information et voir les modèles. J'avais commencé modestement, avec quelques actions, dans des entreprises locales, puis j'avais diversifié mon portefeuille en ajoutant des obligations et des fonds indiciels. Au fil des ans, je tenais une double comptabilité, une pour mes enfants, avec une modeste pension, et une autre, la vraie, où mes investissements croissaient et se multipliaient. J'ouvris le dossier et regardai le dernier relevé. Le montant sur le compte me fit sourire. Les enfants n'avaient aucune idée que leur pauvre mère bibliothécaire disposait de tels fonds, des fonds largement suffisants pour une nouvelle vie. Je pris une feuille vierge et commençai à écrire. Mon écriture, presque calligraphique, après des années, à travailler avec des fiches de catalogue, courait sur la page. Cher Gaspard et Célestine, quand vous lirez cette lettre, je ne serai plus à vallée des érables. Je m'arrêtai, relissant ce qui était écrit. Trop dramatique. Lucienne aurait ri d'une telle phrase. Je froissai la feuille et recommençai. Gaspard et Célestine. Le dîner d'hier soir m'a fait beaucoup réfléchir. Quand Théo et Léonie ont crié « Taisez-vous », veuve, et que vous ne les avez pas arrêtés. J'ai réalisé que notre relation avait atteint un point de non-retour. Encore faux, trop accusateur. Je ne voulais pas partir avec de la rancune. Après avoir bu une tasse de thé, je m'assis à nouveau à la table. La troisième tentative fut la bonne. J'écrivis simplement et honnêtement, sans accusation, mais sans auto-justification, sur le fait de commencer une nouvelle vie, que je mettais ma maison en vente, une maison qui m'appartenait uniquement car je l'avais héritée de mes parents, sur le fait que je ne les soutiendrais plus financièrement, ni eux, ni leurs enfants. Je vous ai aimé dès le premier jour de votre naissance, et je vous aimerai jusqu'à mon dernier souffle, mais l'amour ne doit pas devenir de l'esclavage, ni pour celui qui donne, ni pour celui qui reçoit. J'espère qu'un jour, vous comprendrez ma décision. Maman, je scellai la lettre dans une enveloppe et la posai sur la table basse du salon où les enfants la remarqueraient sûrement quand ils viendraient vérifier pourquoi je ne répondais pas. Au téléphone, l'appel suivant fut pour Colette Martin, une agente immobilière locale. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous nous rencontrions, parfois, au club de lecture. Solange. Elle semblait surprise. À quoi dois-je cet appel matinal? Colette, je veux vendre la maison, dis-je sans préambule. Une pause. À l'autre bout de la ligne, votre maison, rue des Aubépines. Mais vous y avez vécu toute votre vie. C'est précisément pourquoi je veux la vendre. Il est temps de passer à autre chose. Une autre pause, puis un ton professionnel. D'accord, quand puis-je venir pour une évaluation? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je pars 6. Peux-tu le faire? Sans moi, tu as les clés de secours. Depuis que tu as arrosé mes fleurs l'année dernière. Solange, que se passe-t-il? Il y avait de l'inquiétude dans sa voix. Ah, rien, souris-je, bien qu'elle ne puisse pas le voir. J'ai juste réalisé qu'à 65 ans, il n'était pas trop tard pour recommencer. Après avoir parlé à Colette, j'appelai la banque et organisai le transfert des fonds vers un nouveau compte dans une autre ville, puis je contactai Marcel du club d'investissement pour l'informer de mes projets. Je savais toujours que tu étais une aventurière. Solange, rit-il, n'oublie pas de me donner
ta nouvelle adresse pour t'envoyer nos bulletins. Le dernier appel fut pour un service de taxi. Je réservai une voiture pour midi. Maintenant, il était temps de faire ma valise. J'ouvris mon placard et commençai à trier mes affaires. Que prendre pour ma nouvelle vie? Mon regard tomba sur la robe bleue que Lucien m'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage. Pour assortir à la couleur de tes yeux, avait-il dit. Je ne l'avais portée que 2 fois pour l'anniversaire et ses funérailles. Après un instant d'hésitation, je pliai la robe et la mis dans la valise. Puis j'ajoutai quelques tenues décontractées, des chaussures confortables, des sous-vêtements et une trousse de maquillage. Je n'avais pas beaucoup de bijoux, ma bague de mariage, que je n'enlevai jamais, un collier de perles, offert par mes parents. Pour mes 18 ans, un bracelet en argent, donné par l'école. À ma retraite, j'ôtai ma bague et la regardai longtemps, reposant dans ma paume, puis la remis résolument. Ce n'était pas un symbole du passé, mais une partie de moi, une partie que je voulais conserver dans un petit sac de voyage. Je mis mes albums photos, ma boîte de lettres de Lucien, mon agenda avec les relevés d'investissement et quelques livres préférés. Tout le reste pouvait rester ici, meubles, vaisselle, souvenirs accumulés sur des décennies. Les choses matérielles n'avaient jamais eu autant d'importance pour moi que les souvenirs. Après avoir fini des pacas, je m'assis sur le canapé du salon et regardai autour. Chaque recoin de cette maison portait une histoire. C'était ici que j'avais grandi, ici que Lucien m'avait ramené après notre mariage. Nos enfants étaient nés et avaient grandi ici. Je me souvenais de Gaspard à 3 ans, cassant le vase préféré de sa mère et pleurant, craignant une punition de Célestine. À 7 ans, cuisinant des biscuits pour la première fois et les servant fièrement. Autir de Lucien et moi, assis sur ce même canapé, les longues soirées d'hiver, lisant des livres et écoutant du jazz. Tant de moments heureux où et quand tout avait-il mal tourné, peut-être quand Lucien et moi avions décidé que l'amour signifiait donner à nos enfants tout ce qu'ils voulaient, peut-être quand nous avions cessé de les tenir responsables de leurs actes, ou quand j'avais continué cette pratique après sa mort, m'accrochant désespérément à chaque occasion d'être nécessaire à mes propres enfants. Je me souvenais de Gaspard demandant de l'argent pour une nouvelle voiture. L'année dernière, Mathilde dit que nous avons besoin d'un monospace plus grand pour les enfants. Je lui avais donné presque toutes mes économies du compte de dépôt. Une semaine plus tard, j'avais vu des photos sur son Instagram de lui pêchant dans son nouveau bateau. Et un petit cadeau pour ma personne préférée, disait la légende. Quand j'avais doucement posé la question, il avait répondu avec irritation. « Ah, mon Dieu, maman, tu me suis, je suis un homme adulte et je décide moi-même de ce que je dépense, mon argent. Ou comment, Célestine, laisser Léonie avec moi, 2 mois chaque été. Maman, tu n'as rien à faire. De toute façon, et nous voulons voyager. » Il partait en Europe. Et je prenais ma petite fille dans des musées et des parcs, cuisinais des repas sains, vérifiais ses devoirs. Léonie était une bonne fille. Mais chaque année, elle devenait de plus en plus distante, passant de plus en plus de temps sur son téléphone, répondant de plus en plus avec rudesse à mes tentatives de contact. « Grand-mère, tu es tellement démodée, personne ne dit désolé. Maintenant, ce n'est pas cool. » Et l'année dernière, quand j'avais attrapé la grippe et demandé à Célestine de récupérer Léonie quelques jours plus tôt, ma fille avait fait une véritable crise. « Maman, nous avons des excursions payées, tu ne peux pas
changer les plans, comme ça. Prends tes médicaments. Et débrouille-toi. C'est alors que j'avais pensé, pour la première fois, que je n'étais pas une mère pour mes enfants, mais une baby-sitter gratuite. Et un distributeur automatique, la sonnerie du téléphone, me sortit de mes souvenirs. Le numéro de Célestine. Je ne pris pas la peine de répondre. Une minute plus tard, le ton d'un message retentit. « Maman, vas-tu bien? Pourquoi ne réponds-tu pas ?» J'ai posé le téléphone, puis ouvris résolument les paramètres et le mis en mode silencieux. Qu'il s'inquiète, bien qu'il ne s'inquiétait probablement pas, de ma santé, mais de qui récupérerait Théo à la section sportive ce soir, comme nous l'avions convenu une semaine plus tôt. La sonnette retentit. Je regardai par la fenêtre. Le taxi était arrivé, bien qu'il restait une demi-heure. « J'arrive !» criai-je, bien que le chauffeur n'ait pas pu m'entendre. Je regardai encore autour, vérifiant si j'avais oublié quelque chose d'important. Mon regard tomba sur une vieille photo sur la cheminée. Lucien et moi, le jour de notre mariage. Je portais une robe blanche, simple, que j'avais cousue d'après un magazine. Il portait un costume emprunté à son frère. Nous sourions, comme si le monde entier nous appartenait. Je pris la photo et la rangeai soigneusement dans mon sac de voyage. Ce souvenir devait m'accompagner. En quittant la maison, je ne me retournai pas. Je ne voulais pas que mon dernier souvenir de cet endroit soit un regard par-dessus mon épaule. Au lieu de cela, je fermai résolument la porte, tournai la clé dans la serrure et descendis les marches du porche. « Bonjour, dit le chauffeur, ouvrant le coffre. Où allons-nous ? » À la gare routière. « S'il vous plaît, répondis-je, lui tendant ma valise. En vacances, demanda-t-il, m'aidant à placer les bagages. Non, souris-je, à une nouvelle vie. Le vent salé me frappa le visage dès que je descendis du bus. J'inspirai profondément, sentant l'air marin remplir mes poumons. La gare routière d'Étretat, une petite ville côtière, à 3 heures de vallée désérable, était presque vide. Cet après-midi de semaine, je pris ma valise et regardai autour. Personne ne m'attendait. Personne ne savait que j'arrivais pour la première fois. Depuis des années, j'étais vraiment seule et cette pensée n'évoquait pas de la peur, mais un étrange, presque oublié, sentiment de liberté. Sortant mon carnet, de mon sac, je vérifiai l'adresse. Dans le bus, j'avais parcouru les annonces et sélectionné quelques options. La première sur la liste était un cottage confortable, avec vue sur l'océan. Cela semblait prometteur. Si le prix correspondait à la description, un taxi m'emmena à la bonne adresse en 10 minutes. Le cottage s'avéra être une petite maison en périphérie de la ville avec une véranda délabrée et une peinture écaillée. Il offrait bien une vue sur l'océan. Si l'on se mettait sur la pointe des pieds et regardait par la fenêtre du grenier, la propriétaire, une femme maigre dans la soixantaine, nommée Hélène Bisset. Mais Georgia, êtes-vous seule? Pas de mari, pas d'enfant. Toute seule, répondis-je, ma voix plus assurée que je ne l'attendais. Bien, hocha-t-elle. Je n'aime pas le bruit. Les derniers locataires faisaient la fête tous les vendredis soirs. J'ai dû les expulser. L'intérieur de la maison n'était pas mieux que l'extérieur. Toit qui fuit, plancher qui grince, cuisinière ancienne qui ne fonctionne pas correctement. Et le prix, franchement, était un peu élevé. Je vais y réfléchir, dis-je, notant le numéro d'Hélène. Les 2 options suivantes n'étaient pas meilleures. En fin d'après-midi, j'étais presque désespérée
mais je décidai de vérifier la dernière adresse, un appartement au 3e étage d'un vieil immeuble, près du centre. Il était situé dans une rue calme, bordée d'érables, en briques, 3 étages, avec de grandes fenêtres et de petits balcons. En appuyant sur la sonnette de l'appartement 3B, je me préparais à une autre déception. La porte fut ouverte par un homme de mon âge environ, avec une barbe grise, bien taillée, et des yeux bruns, pleins de vie. Ah, Madame Lefebvre, il tendit la main. Antoine Lambert, nous avons parlé au téléphone. L'appartement était exactement comme je l'avais rêvé, un salon lumineux, avec une fenêtre en baie, donnant sur la rue, une petite cuisine, mais fonctionnelle, une chambre, avec une fenêtre à l'est, pour se réveiller, avec le soleil, comme le nota M. Lambert, et surtout un petit balcon qui, par temps clair, offrait une vue sur une bande d'océan. Je le prends, dis-je sans réfléchir, et vous n'avez même pas demandé le prix, sourit-il. Je peux me le permettre, dis-je, avec l'assurance de quelqu'un dont les investissements rapportaient un rendement stable. Nous signâmes le contrat sur place. Mais Lambert n'était pas seulement le propriétaire, mais aussi un voisin. Il vivait de l'autre côté du couloir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez à la porte, dit-il, me tendant les clés. En attendant, je vous laisse vous installer. Quand la porte se ferma, derrière lui, je fis lentement le tour de l'appartement. Mon appartement. Désormais, je passai la main sur le rebord de la fenêtre, vérifiai la pression d'eau dans la salle de bain, ouvris et fermai les portes du placard. Toutes fonctionnaient. Tout était propre et bien entretenu. Cet appartement n'avait pas d'histoire, du moins pas la mienne. Il n'y avait pas de souvenirs ici, pas de fantômes. Du passé, je déballai ma valise, rangeai mes affaires. Sur les étagères, posaille la photo de Lucien sur la table de chevet. Puis j'ouvris les portes du balcon et sortis, exposant mon visage à la brise du soir. Il y avait bien une étendue d'océan, bleu foncé, au loin. Je la fixais jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je dormis la première nuit dans ce nouvel endroit, sans rêve, un sommeil profond et réparateur. Le matin, je fus réveillé par le cri des mouettes et l'odeur du pain frais de la boulangerie au rez-de-chaussée. Je m'étirai, sentant mon corps se remplir d'énergie, jetant un œil à mon téléphone. Je trouvais 17 appels manqués et 23 messages. Gaspard, Célestine, même Mathilde avaient tous essayé de me contacter. Le dernier message de Célestine disait « Maman, vas-tu bien? Pourquoi ne réponds-tu pas ?» J'éposai le téléphone, puis ouvris résolument les paramètres et le mis en mode silencieux. Qu'il s'inquiète, bien qu'il ne s'inquiétait probablement pas de ma santé, mais de qui récupérerait Théo à la section sportive ce soir, comme nous l'avions convenu une semaine plus tôt. Etretat s'avéra être exactement comme je l'espérais, petite, mais pas provinciale, assez de touristes. En été, pour soutenir de bons restaurants et magasins, mais pas tant qu'on se sente dans un parc à thème. Les gens dans la rue se disaient bonjour, sans même se connaître, une habitude disparue depuis longtemps. À Vallée des Érables, je trouvai un café cosy dans la rue principale et commandai un petit déjeuner, une omelette au saumon et aux herbes. À Vallée des Érables, je n'avais jamais pris de petit déjeuner au café, trop dépensier, me disais-je. En réalité, trop solitaire. Ici, je savourais chaque bouchée, observant les passants et sirotant un excellent café. Nouvelle en ville, demanda la serveuse, en remplissant ma tasse. Son badge indiquait Madeleine. Comment avez-vous deviné?
Souris, j'ai. Tout le monde se connaît. À Étretat, du moins, les habitués. Nous commençâmes à discuter. Madeleine, une femme dans la cinquantaine, avec des rides joyeuses autour des yeux, vivait ici toute sa vie. Elle me recommanda les meilleurs endroits pour se promener, le pain le plus frais, à la boulangerie du pont, et me mit en garde contre le restaurant de poissons. Sur la jetée, c'est un piège à touristes à bénéfice, hors de prix. Où est la bibliothèque? Par ici, demandai-je, en payant mon petit déjeuner à 3 pâtés de maison, à l'intersection de mer et falaise. Vous ne pouvez pas. La Minquet, c'est un bâtiment de style victorien, avec des colonnes. Après avoir remercié Madeleine, je partis à la recherche de la bibliothèque. Étretat était située sur des collines descendant vers l'océan, offrant des vues pittoresques de presque partout. Je marchais lentement, profitant de la promenade et du sentiment de liberté. Personne ne m'attendait. À la maison, personne n'appelait. Pour récupérer les petits-enfants, à l'école, personne ne demandait d'argent. Pour un nouveau toit ou un dentiste, la bibliothèque. Je ne pouvais vraiment pas la manquer. Le grandiose bâtiment, en briques rouges, avec des colonnes blanches et un large escalier, ressemblait à un petit temple du savoir. L'enseigne, à l'entrée, indiquait « Bibliothèque publique d'Étretat », fondée en 1896. À l'intérieur, ça sentait les livres, le cirage pour bois et quelque chose d'autre, cette odeur spéciale de silence et de concentration propre aux bibliothèques. J'inspirais profondément, ressentant la nostalgie de mes 37 années passées parmi les rayonnages. Une jeune femme, avec une mèche de cheveux roux et des lunettes, à monture épaisse, était assise au comptoir d'accueil. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, levant les yeux de son ordinateur. « Je voudrais m'inscrire pour une carte de bibliothèque, » répondis-je. « Je viens d'emménager à Étretat. »« Bienvenue, je suis Geneviève Picard, bibliothécaire en chef. Et vous êtes… » Solange Lefebvre. Solange. Ça ira. Chitch. Je remplis les formulaires, montrai ma pièce d'identité, et 5 minutes plus tard, j'avais ma nouvelle carte. De bibliothèque, on dirait que vous connaissez bien les bibliothèques, dit Geneviève, me tendant un rectangle plastifié, brillante, 37 ans, comme bibliothécaire scolaire, à Vallée des Érables. Je ne pusse retenir la fierté dans ma voix. Les yeux de Geneviève s'illuminèrent. Vraiment, c'est incroyable. Nous manquons justement d'un bénévole pour l'heure de lecture des enfants. Le samedi, notre lectrice habituelle, Madame Dubois, s'est cassée la hanche. Aimeriez-vous? J'ouvris la bouche pour dire non. N'étais-je pas partie de Vallée des Érables pour ne plus avoir à m'occuper des enfants, des autres? Mais ensuite, j'imaginais un samedi matin, un cercle d'enfants, écoutant une histoire, et cette magie spéciale qui se produit quand un enfant s'immerge pour la première fois dans le monde d'un livre. J'adorerais, entendis-je ma voix dire, merveilleux. Geneviève tapa dans ses mains. Venez ce samedi, à 10 heures du matin. Nous lisons généralement quelque chose de saisonnier. Nous parlâmes encore de la bibliothèque, des nouveaux livres, du système de catalogage. Puis Geneviève me conduisit à la salle de lecture, une grande pièce avec de hauts plafonds, des tables en bois et des fauteuils confortables. Près des fenêtres, et mettez-vous à l'aise, dit-elle. Et bienvenue dans notre famille, de la bibliothèque famille. Ces mots ne suscitaient plus d'associations douloureuses, peut-être parce qu'ils signifiaient quelque chose de différent. Ici, une communauté d'intérêt, pas de sang. Un choix libre, pas une obligation. Je choisis un fauteuil, près de la fenêtre,
donnant sur la place de la ville, et me plongeais dans la lecture d'un roman d'Anne Tyler, que j'avais voulu lire depuis longtemps, mais n'avais pas eu le temps. Le temps, dans la bibliothèque, était différent, calme, mesuré, sans hâte. Je lisais, prenais des notes, parfois, je regardais simplement par la fenêtre, et pour la première fois, depuis des années, je me sentais moi-même, pas la mère de quelqu'un, pas la grand-mère de quelqu'un, pas la veuve de quelqu'un, juste Solange Lefèvre, une femme qui aimait les livres et avait droit à une vie à elle. Les jours suivants passèrent dans l'agréable agitation de l'installation. J'achetai des plantes pour le balcon, de nouveaux rideaux, des coussins colorés pour le canapé. Dans un magasin de meubles d'occasion, je trouvai un rocking-chair antique, comme celui de mon bureau à la bibliothèque scolaire. Chaque matin, je prenais mon petit déjeuner au café de Madeleine, puis allais à la bibliothèque où exploras la ville le premier samedi. J'animais l'heure de lecture pour enfants, et j'y pris tant de plaisir que j'acceptai de le faire chaque semaine. Le soir, je m'asseyais sur le balcon avec un livre et un verre de vin, un autre petit plaisir que je ne m'étais pas permis auparavant. Mon téléphone continuait d'exploser d'appels et de messages. Je les parcourais matin et soir, mais ne répondais pas. Le temps des messages passait de l'inquiétude à l'agacement, puis à la colère franche. « Maman, où es-tu ? Nous sommes fous d'inquiétude. Célestine. Premier jour. Ah, sérieusement. Maman, tu pars comme ça. C'est irresponsable. Gaspard. Deuxième jour. Je n'arrive pas à croire que tu mettes la maison en vente. C'est aussi notre maison. Célestine. Troisième jour. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes tes enfants. Tu as une obligation de nous aider. Gaspard. Quatrième jour. Théo est malade. Il a besoin de sa grand-mère. Reviens immédiatement. Mathilde. Cinquième jour. Ah, maman, je suis enceinte. J'ai besoin de ton soutien. Comment peux-tu être si égoïste ? Célestine. Septième jour. Ce message m'avait presque fait appeler, jusqu'à ce que je me souvienne que Célestine avait fait le même coup à l'université quand elle avait besoin d'argent d'urgence. La grossesse s'était miraculeusement résolue dès que j'avais transféré le montant requis. À la fin de la deuxième semaine, les appels se firent moins fréquents et les messages plus courts et plus coléreux. Ils réalisèrent que leur tactique ne fonctionnait pas, que je ne reviendrais pas juste parce qu'ils le voulaient. Le vendredi soir, en rentrant de la bibliothèque, je croisai Antoine Lambert, mon propriétaire et voisin. Il promenait un petit teckel en laisse. « Bonsoir, Madame Lefèvre, dit-il. Comment vous adaptez-vous à notre maison ? Très bien, mais Lambert, et s'il vous plaît, appelez-moi Solange. Seulement si vous m'appelez Antoine, sourit-il. Ah, au fait, il y a un concert de jazz en plein air dans le parc de la ville. Ce soir, aimeriez-vous vous joindre à moi ? J'hésitais à Vallée Désérable. Je ne serais jamais allé à un concert, seul, et je n'aurais certainement pas accepté une invitation d'un homme que je ne connaissais pas. Mais ici, à Étretat, j'étais une autre personne, une femme libre. J'adorerais, répondis-je. Le concert était magnifique. Un quatuor de jazz local jouait des classiques, de Duke Ellington et Louis Armstrong. Antoine et moi étions assis sur une couverture, buvant du vin, dans des gobelets en carton et discutant de livres, de musique, de voyages que nous avions faits et que nous prévoyions de faire. Antoine s'avéra être un ancien professeur de littérature anglaise, retraité depuis 5 ans, veuf comme moi. Sa femme était morte d'un cancer 8 ans plus tôt. Il n'avait pas d'enfant
Parfois, je le regrette, admit-il. Mais ensuite, je vois mes collègues déchirés entre leurs désirs et les exigences de leurs enfants, et je pense que peut-être c'est mieux ainsi. Les enfants n'apportent pas toujours le bonheur, dis-je doucement, pensant à Gaspard. Et Célestine, il hocha la tête, compréhensif, et ne posa pas d'autres questions, ce dont j'étais reconnaissante. Quand le concert fut terminé, Antoine me raccompagna. Chez moi, nous nous arrêtâmes, à la porte de mon appartement. Merci pour une soirée merveilleuse, dis-je. Merci pour la compagnie, répondit-il. Ah, vous savez, il se passe quelque chose. À Étretat, tous les vendredis, le prochain, est une exposition d'artistes locaux. Ça semble intéressant. Alors, c'est d'accord. Une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. C'est d'accord, Hochaïge. Je fermai la porte derrière moi, m'adossai contre elle et souris. Pour la première fois depuis des années. J'avais un rendez-vous officieux entre deux personnes âgées, mais tout de même un rendez-vous, et j'en profitai. Le téléphone sur la table clignotait avec de nouveaux messages. Je le pris, lut le dernier. Maman, la remise de diplôme de l'école primaire de Camille. Tu dois venir, c'est ta petite fille. Bon sang, avant, ces mots m'auraient fait tout lâcher et courir. La culpabilité était ma compagne constante. Culpabilité de ne pas aider assez, de ne pas donner assez, de ne pas être assez présente. Dans la vie de mes enfants et petits-enfants, maintenant, je supprimais simplement le message, puis ouvris mon calendrier et notaille. Vendredi, exposition avec Antoine. Et pour la première fois, depuis des années, je ne ressentis pas le besoin de vérifier si cette date coïncidait avec un événement familial. À Vallée des Érables, cela faisait presque 2 mois que j'avais quitté Vallée des Érables. Un matin ensoleillé, je prenais un petit déjeuner tranquille sur le balcon de mon appartement, quand le téléphone sonna avec insistance. C'était Colette Martin, l'agente immobilière qui vendait ma maison. Solange, es-tu assise? Elle semblait inquiète. Mais qu'y a-t-il? Je sentis mes épaules se crisper. Tes enfants ont engagé un avocat. Ils tentent de contester ton droit de vendre la maison. J'ai soupiré. Mais je n'étais pas surprise. Quelque part, au fond de moi, je m'attendais à quelque chose comme ça. Sur quelle base? Quelque chose à propos de la maison, étant un héritage familial, qu'ils ont un droit d'occupation. Honnêtement, ça semble totalement absurde. D'un point de vue légal, la maison est uniquement à ton nom. Alors, il n'y a rien à craindre. Essayai-je de rendre ma voix plus assurée que je ne l'étais? Pas vraiment. Tant que tout cela est en cours de résolution, la vente est retardée. La jeune famille qui voulait acheter pourrait changer d'avis. Si ça traîne trop longtemps, je remerciai Colette pour l'information et promis de contacter mon avocat. En raccrochant, je fixai l'océan longtemps, essayant de calmer mes émotions tumultueuses. Je m'attendais à de la colère, du désespoir, peut-être même de la culpabilité, mais à la place, je ne ressentais que de la fatigue. Étrangement, du soulagement, que maintenant, je n'avais plus à prétendre que nous avions une bonne relation. Le même jour, je contactai Pierre Renaud, l'avocat âgé qui avait autrefois aidé Lucien. Avec son testament, il écouta attentivement et m'assura que légalement ma position était inattaquable. Tu as hérité de la maison de tes parents. Tous les actes sont à ton nom. Tu as payé les taxes et les services publics. Ils n'ont aucun droit sur la propriété. Je lui demandai de me représenter. La situation était désagréable, mais je me sentais
étrangement calme. Pour la première fois de ma vie, je faisais ce que je pensais être juste, sans me soucier de ce que diraient les enfants. Une semaine plus tard, je reçus une lettre de Gaspard. La première, depuis mon départ, elle était pleine de reproches, de menaces voilées et de tentatives de manipulation. Maman, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes tes enfants. Cette maison est notre héritage, nos souvenirs, notre avenir. Que diront les petits-enfants quand ils apprendront que grand-mère a vendu leur maison à des étrangers? J'ai relu la lettre plusieurs fois, cherchant une once de réelle inquiétude. Pour moi, je n'en trouvais pas. Tout tournait autour d'eux, leur héritage, leurs souvenirs, leur avenir. Je n'existais que comme gardienne de leur possession, pas comme une personne vivante, avec ses propres désirs. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je continuais à m'installer, à Étretat, à faire de nouvelles connaissances, à profiter de ma liberté. Le soir, je m'autorisais parfois un verre de vin sur le balcon, regardant le coucher de soleil et réfléchissant à comment ma vie avait changé. Un matin, environ un mois après l'appel de Colette, je vérifiais mes courriels et trouvai un message de Pierre Renaud marqué comme important. Le tribunal avait rejeté la plainte de mes enfants. Rien n'empêchait plus la vente de la maison. Le même jour, les appels commencèrent. D'abord Gaspard. Je ne répondis pas. Puis Célestine. Elle m'ignora. Même Mathilde tenta d'appeler. Je mis le téléphone en mode silencieux et allai à la bibliothèque où j'aidais à cataloguer des livres rares. En rentrant ce soir-là, je rallumai mon téléphone et trouvai 23 appels manqués et une douzaine de messages. Le plus récent de Célestine. Maman, nous devons parler. Nous venons à Étretat, samedi. Mon cœur s'arrêta. Un instant, je n'étais pas prête pour cette rencontre. Je n'étais pas sûre de l'être jamais, mais peut-être était-ce pourquoi elle ne pouvait pas être reportée. Je me réveillai tôt, le samedi, bien que d'habitude je me permette de dormir tard. Le week-end, je ne trouvais pas ma place. D'excitation, je parcourus tout mon placard avant de choisir une robe bleue simple, pas trop habillée, mais pas décontractée non plus. Je ne voulais pas qu'ils pensent que je m'étais apprêtée pour les rencontrer. La sonnette retentit. À 11 heures du matin, je pris une profonde inspiration, redressai le dos et allai ouvrir. Gaspard et Célestine se tenaient sur le seuil. Mes enfants, ceux que j'avais portés dans mes bras, berçaient la nuit, pour qui j'avais tout abandonné, comme des étrangers. Maintenant, méfiant, les lèvres pincées. « Bonjour », dis-je, m'écartant. « Ah, entrez ». Ils entrèrent, regardant autour, avec une surprise. Mal dissimulée, ils s'attendaient, probablement, à voir quelque chose de pathétique. Une petite pièce exiguë, reflétant ma détresse. Au lieu de cela, c'était un appartement spacieux, lumineux, avec vue sur l'océan. « Venez, asseyez-vous », indiquai-je le canapé. « Thé, café. »« Rien, dit Gaspard, s'asseyant au bord du canapé, comme s'il craignait de se salir. Maman, nous devons avoir une discussion sérieuse. » Je m'assis dans le fauteuil, en face d'eux, les mains croisées sur mes genoux. « Nous sommes ici pour te ramener à la maison, » lâcha Gaspard, me regardant droit dans les yeux. « Je suis chez moi, » répondis-je calmement. « Ce n'est pas chez toi. » Il désigna la pièce. « C'est un appartement loué dans une ville étrangère. Ta maison est ta vallée des érables. Avec nous, avec tes petits-enfants, avec mes petits-enfants, criant « Taisez-vous, veuve !» Je pouvais entendre l'amertume dans ma propre voix, bien que j'essayasse de garder un ton égal. « Ce sont des enfants, » intervint
Célestine. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, hein. Théo et Léonie te manquent. Nous te manquons tous, n'est-ce pas? J'ai regardé ma fille. Je pensais que ce qui vous manquait, c'était mon argent et mes services de garde gratuits. Comment peux-tu dire ça? S'indigna Gaspard. Bien, nous sommes tes enfants. Oui, hoch Aïge. Et c'est pourquoi j'attendais de vous du respect et de l'amour. Mais tout ce que j'ai eu, ce sont des exigences et de la négligence. Maman, si nous t'avons offensé, nous nous excusons, dit Célestine, d'un ton rôdé. Nous ne voulions pas te blesser. Je sais, dis-je. Saudin adouci. Oh, vous n'y avez simplement pas pensé. J'étais un meuble, toujours à sa place, toujours disponible, toujours prête à aider. Mais je suis une personne, pas un meuble. Nous savons que tu es une personne, s'exclama Gaspard. Mais tu es aussi une mère et une grand-mère. Tu as des responsabilités envers ta famille. Et la famille a des responsabilités envers moi, rétorquai-je. Respecter mes limites, apprécier mon temps, me remercier pour mon aide, ne pas la considérer comme acquise. Un silence s'installa. Dans la pièce, Gaspard et Célestine se regardèrent. Ah, d'accord, dit enfin Gaspard, passant clairement à un plan prémédité. Nous comprenons. Nous avons été, peut-être, un peu négligents, peut-être même ingrats, mais nous avons réalisé nos erreurs. Nous changerons, n'est-ce pas, Célestine? Oui, hoqua-t-elle précipitamment. Nous appellerons plus souvent, t'inviterons aux dîners familiaux, te consulterons sur des sujets importants, et nous espérons vraiment que tu changeras d'avis sur la maison, ajouta Gaspard, essayant de garder un ton détaché. C'est un héritage familial. Après tout, nos souvenirs d'enfance. Ça. J'ai déjà signé l'accord de prévente, dis-je calmement. Une jeune famille, avec 2 enfants, des gens très gentils. Quoi? Gaspard bondit sur ses pieds. Tu ne peux pas vendre la maison. C'est notre maison. Ça. C'est ma maison, dis-je fermement. Elle m'a été laissée par mes parents, et j'ai le droit d'en disposer, comme je l'entends. Aide-nous, s'exclama Célestine. Où irons-nous quand nous viendrons à Vallée des Érables, dans un hôtel? Je suggère. Ou chez des amis. Vous avez des amis dans votre ville natale? Non. Célestine se mordit la lèvre. Maman, sois raisonnable. Tu ne peux pas. J'étais tout est ta vie, ta famille. Je ne coupe les ponts avec personne. Secois-je la tête. Je commence juste à vivre pour moi quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Et le soutien financier, demanda Gaspard, allant droit au but. Ta lettre disait que tu arrêterais de nous aider, mais tu ne le pensais pas. N'est-ce que, pas? Tu es notre mère. Tu dois aider tes enfants. Dois-je? Je regardais mon fils, avec une réelle surprise. Vous avez la quarantaine. Vous avez des emplois, des carrières, vos propres familles. Pourquoi dois-je encore vous soutenir? Pas soutenir, corrigea Gaspard. Aider, c'est différent. Vous gagnez tous les 2 plus d'argent que moi à la bibliothèque, soulignai-je. Et pourtant, vous demandez toujours de l'argent. Peut-être que le problème n'est pas le revenu, mais les dépenses. Ça, tu ne comprends pas, soupira Célestine. Ce sont les temps, tout est cher. Les enfants, l'école, les clubs, les vacances. Je comprends, mais Levage, leur indiquant que la conversation était terminée, et ma décision ne changera pas. Je ne serai plus votre distributeur automatique, ni votre baby-sitter gratuite, si vous voulez maintenir une relation d'égal à égal. En adultes,
Je n'y vois pas d'inconvénient, mais ce ne sera pas comme avant. C'est ton dernier mot, demanda Gaspard, se levant aussi. Ah, oui, répondis-je fermement. Alors, nous n'avons rien à faire ici. Il se dirigea vers la porte. Viens, Célestine. Célestine hésita, me regardant. Maman, nous manques-tu un peu les petits enfants? J'ai m'adouci. Bien sûr que vous me manquez. Vous êtes ma famille, et je vous aimerai toujours. Mais j'ai aussi appris à m'aimer moi-même, et je ne retournerai pas à mon ancienne vie. Célestine hocha la tête, acceptant la défaite. Enverras-tu au moins une carte d'anniversaire à Camille? Elle aura 11 ans le mois prochain. Je le ferai, promis-je. Et un cadeau aussi? Chut. Je raccompagnai les enfants à la porte. La séparation fut maladroite et tendue. Gaspard marmonna. Au revoir. Célestine m'enlaça timidement quand la porte se ferma. Derrière eux, je m'adossai contre elle et fermai les yeux. Mon cœur battait, mais pas de peur, ni de regret. C'était de soulagement. J'avais tenu bon. Je n'avais pas cédé. Je n'avais pas laissé la culpabilité prendre le dessus. Mon téléphone sonna sur le balcon. Un message texte. Je l'ouvris. Antoine demandait si je voulais marcher jusqu'à l'océan. C'était une belle journée et la brise salée promettait de la fraîcheur. Je répondis j'adorerais et allais me changer par la fenêtre de la cuisine. Je pouvais voir Gaspard et Célestine monter en voiture. Ils se disputaient à propos de quelque chose. Gaspard gesticulait vivement. Célestine secouait la tête. Je ne ressentais aucun triomphe à les voir contrariés, juste une confiance tranquille, que j'avais fait ce qu'il fallait. J'aimais mes enfants, je les aimerai toujours, mais cet amour ne signifiait plus sacrifier ma propre vie, mon bonheur et ma dignité. La lumière du matin inondait la cuisine de mon nouvel appartement. Au cours de l'année passée, j'étais passé d'un logement loué à mon propre espace, un appartement spacieux, d'une chambre, au 4e étage d'un immeuble donnant sur l'océan. La vue depuis le balcon n'était pas une étroite bande d'eau au loin, mais une vaste surface bleue, se fondant avec l'horizon. Je m'assis à la table, avec une tasse de café, profitant du calme du petit matin. Par la fenêtre ouverte venaient les cris des mouettes et le bruit lointain du ressac. Devant moi, une pile de courriers que j'avais sortis de la boîte la veille, mais n'avais pas eu le temps de trier. Facturaises, brochures de vente, un catalogue de graines pour le jardin du balcon. Je triais méthodiquement les enveloppes quand ma main s'arrêta sur une carte postale colorée d'un théâtre scolaire. Je la retournai. Chère grand-mère Solange, je joue Ophélie. Dans la pièce de l'école, le 8 juin, ce serait génial. Si tu pouvais venir, tu me manques. Ta Camille. Camille est la plus jeune fille de Gaspard et Mathilde, 10 ans, la seule de mes petits-enfants qui ne m'a jamais traitée. Avec mépris, je sortis une photo de l'enveloppe. Camille, dans son costume de répétition, avec une couronne de fleurs artificielles sur la tête, souriante à la caméra. Je fixai la photo, longtemps étudiant les traits de ma petite fille, Onan. La fille avait grandi. Visiblement, ses traits étaient plus définis. Dans son sourire, je reconnus Lucien, la même expression malicieuse, les mêmes fossettes. Sur ses joues, autrefois, une carte comme celle-ci m'aurait fait réagir. Immédiatement, un appel pour confirmer ma venue, la réservation de billets, la planification d'un cadeau, et puis la culpabilité de ne pas voir assez mes petits-enfants, de ne pas participer assez à leur vie. Maintenant, je posais simplement la carte de côté. J'enverrai à Camille un cadeau et une carte d'anniversaire. Peut-être appellerai-je, après la pièce,
pour savoir comment ça s'est passé, mais je n'irai pas à Vallée des Érables. Et ce qui est incroyable, c'est que je ne ressens aucune culpabilité. Finissant mon café, je pris mon téléphone pour vérifier mes courriels. Parmi plusieurs messages, un marqué important de ma banque se démarquait. Je l'ouvris et souris. Enfin, la vente de la maison, à Vallée des Érables, était finalisée et l'argent avait été déposé sur mon compte. La vente avait pris plus de temps que prévu. D'abord, Gaspard et Célestine avaient tenté de contester mon droit de propriété, trouver une faille juridique et intenter un procès. J'avais dû engager un avocat, fournir tous les documents prouvant que la maison m'appartenait uniquement, un testament de mes parents, tous les reçus de taxes et de services publics, signés par moi. Finalement, le tribunal m'avait donné raison et les enfants avaient dû s'y résigner. Ensuite, il y avait eu des problèmes avec les acheteurs. Une jeune famille qui voulait initialement acheter la maison n'avait pas pu obtenir un prêt hypothécaire. Il avait fallu chercher de nouveaux acheteurs. Après plusieurs mois d'incertitude, la maison fut enfin achetée par une famille de médecins avec 3 enfants. Maintenant, en regardant le montant sur l'écran, je me sentais étrangement soulagé. Le dernier lien matériel avec ma vie passée avait été rompu. La maison où j'avais grandi, où j'avais élevé mes propres enfants, où j'avais vécu avec Lucien pendant près de 40 ans, appartenait maintenant à d'autres personnes. Ils y créeraient leurs souvenirs, la rempliraient de leurs voix, de leurs histoires. Je glissais mon doigt sur l'écran du téléphone, ouvrant des dossiers, je trouvais celui nommé dépenses familiales, un tableur que j'avais tenu ces 15 dernières années. Il enregistrait chaque dépense pour les enfants et petits-enfants, des grosses comme l'apport pour la maison de Gaspard, aux petites comme l'argent de poche. Pour Léonie, des sommes énormes. Quand on les additionnait, une énorme partie de ma vie, donnée aux autres. Mon doigt plana au-dessus du bouton supprimer, une seconde d'hésitation, et je cliquai résolument. Confirmant l'action, le fichier avait disparu. Je posai le téléphone, mis les verres, et me rendis à la fenêtre. Etretat était déjà éveillé. Des joggeurs couraient le long de la promenade. Cafés et magasins ouvraient. Des pêcheurs partaient en mer dans leurs bateaux. Ma ville, maintenant, je la ressentais vraiment, comme la mienne. Au cours de l'année passée, j'avais créé des liens et des amitiés. Le bénévolat à la bibliothèque s'était transformé en un poste rémunéré. J'animais des lectures pour enfants 3 fois par semaine et cataloguais des livres rares. Je rejoignis la chorale locale et le club de lecture. Je fis connaissance avec mes voisins et les habitués du café du petit déjeuner. J'avais même commencé des comptes sur les réseaux sociaux, pas pour me connecter avec mes enfants, mais pour rester en contact avec de nouveaux amis et suivre les événements culturels de la ville. Et il y avait Antoine. Notre amitié, lentement mais sûrement, se transformait en quelque chose de plus. Nous allions à des concerts et des expositions, cuisinions des dîners, l'un pour l'autre, échangions des livres, avec des notes dans les marges. En sa présence, je ne me sentais pas comme une vieille veuve, mais comme une femme intéressante, attirante, vivante. Jetant un œil à ma montre, je vis que j'avais du temps, avant le déjeuner, avec Antoine. Après m'être douché et changé, je décidai de marcher jusqu'à la bijouterie Fournier dans la rue principale. La journée était chaude et ensoleillée. Je marchais à un rythme tranquille, saluant les gens que je connaissais. Je m'arrêtai à la boulangerie du Pont pour acheter une baguette fraîche. Antoine aimait les baguettes françaises. Pour le déjeuner, la clochette au-dessus de la porte de la bijouterie
tinta mélodieusement. En entrant, Gérard Fournier, un bijoutier âgé, avec une loupe pendue autour du cou, leva les yeux de son bureau. Madame Lefebvre, que puis-je faire pour vous? Bonjour, mon Fournier, m'approchai-je du comptoir. J'aimerais discuter d'une idée avec vous. Je retirai ma bague de mariage, une simple bague en or que j'avais portée près de 45 ans, même après la mort de Lucien. Je veux la faire fondre. Et non bracelet, dis-je, la posant sur un coussin de velours. Est-ce possible? Le bijoutier examina la bague soigneusement à travers sa loupe. Bien sûr, c'est possible. C'est de l'or de qualité, 10 et 8 carats. Mais êtes-vous sûr? Les bagues de fiançailles sont généralement conservées. Je suis sûr, dis-je fermement. Je ne veux pas qu'elle reste dans une boîte à bijoux. Je veux la porter sous une nouvelle forme, pour commencer un nouveau chapitre, tout en préservant le souvenir de l'ancien, mais Fournier hocha la tête, compréhensif. Des idées pour le design. Quelque chose de simple et élégant, peut-être avec notre date de mariage, gravée à l'intérieur. Nous discutâmes des détails, et je laissai un acompte. Le bracelet serait prêt. Dans 2 semaines, en quittant l'atelier, je frottai mon doigt où se trouvait la bague. Cela semblait étrange, comme si j'avais perdu quelque chose et gagné quelque chose. En même temps, la bague était un symbole du mariage, de la fidélité, de l'appartenance mutuelle. Maintenant, ce serait autre chose. Un rappel des bonnes choses qui s'étaient passées, mais pas une encre me retenant au passé. Le déjeuner avec Antoine fut aussi chaleureux et décontracté que d'habitude. Nous étions assis dans un petit restaurant donnant sur le port, partageant des nouvelles, faisant des plans pour le week-end. Ça n'est club de lecture. Ce soir, tu te souviens? Demanda Antoine. En finissant notre café, nous discutons de voyage au bout de la nuit. Oh, bien sûr, je me souviens, souris-je. J'ai préparé quelques questions intéressantes pour la discussion. Mais, après le déjeuner, je me rendis à la bibliothèque pour vérifier le catalogue des éditions rares sur lequel je travaillais. Puis je m'arrêtai dans une boutique de vêtements où j'achetai une robe légère, Henline, pour le festival d'été à venir. Dans ma vie précédente, j'achetais rarement de nouveaux vêtements pour moi, économisant pour mes enfants et me contentant de vieilles choses. Maintenant, je m'autorisais de petits plaisirs, une belle robe, un bon parfum, des cosmétiques de qualité. Le soir, le club de lecture se réunit dans l'arrière-salle du café Brise Marine. 10 personnes, d'un étudiant universitaire local à un capitaine de marine retraité, étaient assises autour d'une grande table. Moi, en tant que responsable du club, ouvris la discussion avec une question sur le symbolisme du voyage. Dans le roman de Céline, la discussion fut animée. J'appréciais la conversation intellectuelle, l'opportunité d'exprimer mes pensées et d'entendre différents points de vue. J'avais un club de lecture, à Vallée des Érables aussi, mais là-bas, je me retenais toujours, par peur de paraître trop intelligente ou prétentieuse. Ici, je pouvais être moi-même, lire, penser, avoir mes propres opinions. Quand la partie formelle de la discussion fut terminée et que les participants passèrent au thé et au biscuit, une nouvelle venue, une femme de mon âge, nommée Odile, s'approcha de moi. Vous avez parlé, si intéressant, du thème de l'aliénation. Dans le roman, vous avez une compréhension profonde de la littérature. Merci, souris-je. J'ai travaillé dans des bibliothèques toute ma vie. Oh, moi aussi, s'anima Odile, à la bibliothèque universitaire de Rouen. Et vous? Bibliothèque scolaire
à vallée des érables. Loin de votre famille. J'hésitais un instant. Autrefois, je répondais à ces questions, en détail, parlais de mes enfants, petits-enfants, montrais des photos, exagérais leur réussite, minimisais leurs problèmes. Je créais l'illusion d'une famille idéale. Nous ne communiquons pas, répondis-je brièvement. Au fait, que pensez-vous du prochain livre? Je trouve que 100 ans de solitude est un excellent choix pour une lecture d'été. Odile comprit l'allusion et n'insista pas. La conversation passa à des sujets littéraires, et je me sentis soulagé, un autre petit pas vers la liberté de ne plus devoir maintenir la façade d'une famille parfaite. En rentrant chez moi, après le club de lecture, je trouvais le voyant rouge de mon répondeur clignotant. J'appuyai sur le bouton de lecture. Solange, c'est moi, Gaspard. Je prends des nouvelles. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Pause gênée. Écoute, nous avons un peu de difficultés financières. Mathilde a perdu son emploi et Théo a un camp sportif dans un autre état. Peut-être pourrais-tu aider, juste un peu, juste 5 000 €. Nous te rembourserons. Dès que j'appuyai sur le bouton supprimer, sans écouter jusqu'au bout. Gaspard appelait, environ une fois, tous les 2 mois, avec des demandes similaires. C'était toujours le même schéma. D'abord prétendre, s'intéresser à ma vie, puis passer au vrai but, de l'appel. Les premières fois, j'avais ressenti une pointe de culpabilité, presque cédée. Mais ensuite, j'avais réalisé que rien n'avait changé. Pour Gaspard, j'étais toujours juste une source d'argent, pas la mère qu'il aimait et respectait, mais le distributeur automatique qui devait continuer à fournir de l'argent quand il en avait besoin. Célestine appelait, moins souvent, mais avec des demandes similaires. Maman, Léonie a besoin d'un appareil dentaire. Maman, nous voulons envoyer Léonie dans un camp d'été. Maman, notre toit fuit. Camille était la seule à appeler, juste pour parler, pour me raconter l'école, me demander comment j'allais, peut-être parce qu'elle était trop jeune pour comprendre les jeux financiers de la famille, ou peut-être était-elle simplement différente, plus empathique, moins égoïste. Je rallumai mon ordinateur portable et ouvris le site des compagnies aériennes. Depuis des semaines, je recherchais des options pour un voyage en Alaska, un voyage dont j'avais rêvé pendant 30 ans. Lucien et moi avions prévu d'y aller après ma retraite, mais nous n'avions pas eu le temps. Sa santé avait commencé à décliner. J'avais repoussé la réservation longtemps. Affaire à la bibliothèque, club de lecture. Concerts au parc. Mais la vraie raison était autre chose, une peur sous-jacente de voyager seul, sans famille, sans engagement, envers quiconque, la peur de ne pas mériter une telle joie. Aujourd'hui, après l'appel de Gaspard, quelque chose s'était déclenché en moi d'un geste décidé. Je choisis mes dates, entrai les informations de ma carte de crédit et confirmai la réservation. C'était fait. Dans 3 semaines, je partirai pour une croisière en Alaska. 10 jours de liberté absolue, de nouvelles expériences, de paysages époustouflants. Après avoir réservé, je sortis un carnet, relié en cuir, du tiroir de mon bureau, un cadeau d'anniversaire d'Antoine. Sur la première page, j'écrivis « Lieu que je veux visiter » et commençai une liste. Croisière en Alaska, passage intérieur, observation des baleines, parc national de Denali, New York, Metropolitan Museum of Art, Broadway, Central Park, Italie, Venise, Florence, Rome, Japon, fleurs de cerisier, temples de Kyoto, jardin de Tokyo. La liste était longue. Toute ma vie, j'avais repoussé les voyages. D'abord à cause
des jeunes enfants, puis par manque d'argent. Ensuite à cause des obligations familiales. Maintenant, rien ne m'empêchait de découvrir le monde. Je tournai la page et continuai à écrire. À côté du carnet se trouvait une photo de Lucien, pas celle du mariage, comme auparavant, mais prise lors de nos dernières vacances, ensemble, dans les montagnes. Il souriait à la caméra, ses yeux brillants, de bonheur. C'est ainsi que je voulais me souvenir de lui, heureux, plein de vie. J'aimerais que tu puisses voir ça, dis-je à voix haute, regardant la photo. Mais maintenant, je vis pour nous deux, mais je continuai à écrire, dans mon carnet, traçant mon itinéraire. Pour l'Alaska, Juneau, Skagway, glaciaire Hubbard, parc national de Denali. Dans mon esprit, j'y étais déjà, parmi des montagnes majestueuses et des forêts infinies, dans des lieux où la nature avait préservé sa beauté originelle. Dehors, l'océan grondait, éternel, immuable, libre. Je fermai mon carnet, me rendis au balcon et ouvris les portes, laissant entrer la brise marine fraîche. Demain serait un nouveau jour,